et le président est dans une politique, comme dirais-je, de satisfaire ses alliés au lieu de satisfaire le peuple congolais. A failli dans sa mission. Moi, je peux dire cela, a failli dans sa mission parce que l'IGF n'est pas allé jusqu'au bout de ses enquêtes. Et on veut faire porter le chapeau au directeur de cabinet. Pourtant, le directeur de cabinet n'est que respectueux des textes et veut que les textes puissent être d'application telle que nous recommandent les lois qui existent. Donc, moi, je me dis, pourquoi les gens veulent que le président de la République se prononce sur une question qui est bien claire et qui n'est pas de sa compétence? Déjà, la gratuité de l'enseignement, en son article 43 de la Constitution, ce sont des devoirs et des prérogatives, ou bien ce sont des droits que doit bénéficier le Congolais. Et vous savez, nous venons d'une mandature qui n'avait vraiment pas le souci du peuple congolais. Déjà, il y a une volonté manifeste dans le chef du président de la République de respecter ce droit et de mettre en application ce droit au bénéfice des enfants, au bénéfice de la génération future sur la gratuité de l'enseignement. Mais il y a aussi beaucoup d'épésanteurs que le président fait face. C'est d'abord le budget. La loi budgétaire n'a pas été établie. Et ça, c'est une question qu'il fallait réfléchir en amont, établir la loi budgétaire et savoir il en faut combien pour le secteur de l'éducation. Bienvenue dans votre émission Tolobela Écolo, chers internautes, les habitués de cette émission. Comme vous le savez, nous parlons toujours sur l'actualité de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je reçois pour vous Manik Kateba, qui est activiste indépendant et analyste politique. Bon. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau. En tout cas, l'honneur me choisit de me tenir dans ce grand plateau et faire cette émission de Grand Akabi avec vous. Avec vous, Manik, nous allons faire un brossage sur l'actualité de notre pays. Alors, nous commençons par le discours du chef de l'État dimanche dernier. Le chef de l'État s'est adressé à la nation. Alors, quelle est votre lecture? En fait, vous savez, ce sont des pratiques auxquelles nous n'étions pas habitués avec la mandature passée. Nous avons eu un président qui était presque muet. Mais aujourd'hui, nous avons Félix Tshisekedi qui s'exprime à la nation. Et surtout que ce n'était pas prévu, ce n'était pas connu du grand public. Et ça paraissait comme une surprise. Il s'est adressé à la nation. Et moi, j'ai aimé surtout le discours. Parce que le discours, il était d'abord réconciliateur. Et c'était un discours qui teintait beaucoup d'espoir. Et c'était un discours qui nous a énormément fait plaisir. Mais vous savez, l'œuvre humaine a toujours des imperfections. Moi, je déplore le fait que ce discours a été fait, mais il y avait l'absence d'un drapeau derrière le président de la République. Et je demanderai à son équipe de communication de revoir ces petites failles. Et ça pourrait pour pouvoir améliorer dans le futur. Mais en tout cas, le discours en gros a été vraiment un discours de porteur d'espoir et porteur de liesse et de joie, comme on peut dire. Donc le président de la République veut le changement. Et vous savez, le président, il est comme l'émetteur et nous, le peuple, nous sommes les récepteurs. Donc les changements doivent d'abord être voulus par lui et nous, en tant que ses concitoyens, nous allons emboîter le pas. Et en parlant du changement, il a beaucoup martelé sur le changement dans son discours. Alors, ne pensez-vous pas que ces changements devraient commencer au sommet? Parce que là, il y a un problème de détournement, de corruption, tout ça. Ce changement ne devrait pas d'abord commencer au sommet avant de demander à la population ou au peuple de changer de mentalité? Non, en fait, c'est vrai, vous avez raison de dire que le changement doit commencer au sommet. Mais moi, je pense que le changement doit commencer d'abord dans le chef de tout Congolais. Nous devons avoir cela intériorisé en nous, l'esprit du changement. C'est vrai que le président peut avoir ce grand souci de changer, mais tant que le peuple congolais n'intériorise pas cela, vous savez que c'est un travail en vain. Vous venez d'évoquer ici le détournement. C'est vrai, vous savez que le président de la République, il est aujourd'hui responsable des actifs et des passifs
de la mandature passée. Donc, nous devons laisser le temps au président de revoir dans chaque compartiment, voir comment mettre une politique idoine pour que ces anciennes pratiques ne puissent plus refaire surface. Comme vous avez parlé de détournement, il y a une problématique qui fait jaser la population sur le 15 millions de dollars. Je pense que vous faites allusion à ça. Alors, vous savez, c'est une question très complexe et qui nécessite vraiment une perspicacité dans différentes analyses et qui nécessite aussi d'observer, d'abord de ne pas aller vite en besoin. Parce que jusqu'ici, les gens tablent sur des supputations, nous n'avons pas de preuves. Il n'y a que des noms qui sont cités, mais en tant que juriste et en tant qu'intellectuel, nous devons analyser sur base de faits. L'IGF a fait un rapport, premièrement, qui me semble être un faux rapport, parce que le rapport n'est pas authentifié. En droit, il y a le principe d'authentification. Donc c'est à l'IGF de nous dire si ce rapport est vrai ou faux. Mais c'est aussi, excusez-moi de vous interrompre la parole, mais nous voulons aller tout droit au but et voir la version des faits. Les 15 millions ont été détournés, oui ou non? Parce que là, vous parlez de ceux qui ont été cités dans l'affaire, ceux qui n'ont pas été cités, mais les 15 millions ont été détournés, oui ou non? Vous me posez la question de savoir si le 15 millions a été détourné, oui ou non. Par rapport à cette question, je préfère rester agnostique, ne rien dire, ne rien confirmer, mais analyser sur cette rumeur. Parce que moi, je considère cela comme une rumeur, parce que jusque-là, on n'a pas de preuves. Il y a par-ci, par-là, on dit que les 15 millions ont disparu, mais où sont les preuves que les 15 millions ont disparu? C'est sur base de preuves que nous allons statuer et faire des analyses, comme dirais-je, une analyse synoptique quant à cette problématique. On dit que les 15 millions ont disparu, effectivement. C'est à eux de nous prouver et de nous montrer sur base de preuves que ça a disparu et non aller de supputations, spéculations. Et si les 15 millions ont disparu, donc il y a des détourneurs et ces détourneurs, leur place est en prison. Mais jusque-là, on n'a encore arrêté personne. Donc, et c'est à la justice aussi de s'imprégner de cette question, de tabler dessus et dénoncer, montrer au peuple congolais que voici tel qui ont détourné cet argent. Et parce que l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, a mentionné certaines personnalités dans son rapport, notamment M. Henri Yab, M. Vital Kamerhe, qui est le directeur de cabinet du chef de l'État. Mais à entendre la réaction de M. Vital Kamerhe, il dit que les 15 millions n'ont pas été détournés. Ils sont bel et bien dans un compte privé à la Robank. Alors, les faits déjà de décaisser cet argent du trésor public, aller les placer dans un compte privé, ce n'est pas contre la loi, vous qui êtes juriste? En fait, c'est vrai que l'article 176 de la Constitution, si je ne me trompe pas, donne le prérogative à la Banque centrale de garder toute somme du trésor public. Et bon, vous dites que le directeur de cabinet a confirmé qu'il n'y a pas eu de détournement. Alors, là, vous me rejoignez en disant que c'est une question très complexe. Il y a ceux qui disent qu'il y a détournement et les directeurs de cabinet qui confirment qu'il n'y a pas de détournement de cet argent. Bon, moi, je préfère donner ma langue au chat et statuer sur cette question sur base de preuves. Et je venais de le dire ici, est-ce que le rapport de l'IGF, c'est un rapport authentique? C'est la problématique qu'il faudrait se poser. Mais il y a aussi de dessous de cartes que les gens ne disent pas. Pourquoi seulement les directeurs de cabinet? Pourquoi seulement M. Ariav? Pourquoi seulement certains noms qu'on a cités? C'est la question qu'il faudrait se poser. Nous sommes en politique. Vous savez, il y a des dessous de cartes que les gens ne veulent pas dire. Oui, excusez-moi, les dessous des cartes que les gens ne veulent pas dire. Mais parce que le directeur de cabinet a empêché l'audit de l'inspecteur général. Mais vous demandez des preuves alors qu'il a suspendu au fait l'audit et tout. C'est là qu'on pouvait découvrir toutes ces preuves et tout et aller en justice. Mais là, ils sont bloqués. Et même la conférence de presse de l'IGF a été empêchée. Donc, je ne sais pas. Alors, dites-moi, comment est-ce qu'on va trouver ces preuves? Comment est-ce qu'on va poursuivre celui qui a détourné? Comment est-ce que ça va se passer? Jusque-là, il n'y a rien. L'enquête n'avance pas parce que tout est bloqué. Vous ne trouvez pas que la faute, c'est au directeur de cabinet d'avoir empêché l'audit? Premièrement, la conférence de presse n'a jamais été interdite.
C'est faux. On trompe l'opinion. La conférence de presse n'a jamais été interdite. Le monsieur qui devait tenir cette conférence de presse n'était pas bien organisé et cette conférence n'a jamais été interdite. En tout cas, dire que le directeur de cabinet a interdit qu'il n'y ait pas d'enquête, moi je m'inscris en faux. Vous savez, nous sommes dans une république et qui dit république, nous devons être respectueux des textes et des lois. C'est vrai que l'IGF, c'est une création qui répond directement à la présidence. Et moi, la question que je me pose est celle de savoir si la présidence se cachait quelque chose ou bien si la présidence était responsable de ce détournement, il n'allait pas intimer le droit à l'IGF de mener des enquêtes. Ça, c'est la première des choses. Si le directeur de cabinet a interdit que cette enquête ne puisse pas poursuivre son chemin, c'est parce qu'il y a eu violation de texte. Vous savez, l'IGF, en son article 2 bis, si je ne me trompe, enquête sur toutes les affaires fiscales. Et l'IGF, il y a aussi la loi que je veux citer, la loi des finances publiques portant réforme de procédure fiscale, qu'il faudrait respecter en son article 25, ne donne pas la possibilité à l'IGF d'enquêter dessus. Donc, c'est souvent par année que l'IGF doit enquêter. Mais l'IGF avait déjà fait des enquêtes en amont. Et les preuves ou bien les résolutions de cette enquête n'ont jamais été données au grand public. Et il y a aussi des infiltrés dans cette affaire. Il y a, que je cite à bon escient, le conseiller économique, si je ne me trompe, du président de la République, M. Marcelin Bibomba, qui usurpe la qualité d'un inspecteur alors qu'il n'est pas inspecteur. Vous comprenez? Nous avons organisé un sit-in à l'IGF. Et qui est-il? Il est conseiller du président, je venais de le dire. Mais lorsqu'il s'est présenté devant l'IGF, il s'est présenté dans une casquette d'inspecteur. Il y a eu le rapport de Africa News qui a tablé dessus. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de mains noires derrière cette affaire, veulent rendre compte. Donc, moi, je ne peux pas prendre position pour blanchir certaines personnes. Je laisse à la justice faire son travail quant à cette problématique. Pour finir avec ce sujet, on observe le silence du chef de l'État. Est-ce pour protéger ses proches? Non, le silence du chef de l'État, pourquoi le chef de l'État va s'immiscer dans les affaires? Il y a la séparation du pouvoir. Il y a le pouvoir législatif, l'exécutif et le pouvoir judiciaire. Donc, à chaque compartiment de faire son travail. Les pratiques que nous avons condamnées jadis de M. Kabila, de s'immiscer dans les affaires judiciaires, et c'est ça qu'on demande au président de la République de faire. Non, il en revient de la justice de faire son travail, l'IGF de faire son travail, et chaque institution de faire son travail. L'IGF se déclare a failli dans sa mission. Moi, je peux dire cela, a failli dans sa mission parce que l'IGF n'est pas allé jusqu'au bout de ses enquêtes. Et on veut faire porter le chapeau au directeur de cabinet. Pourtant, le directeur de cabinet n'est que respectueux des textes et veut que les textes puissent être d'application telles que nous recommandent les lois qui existent. Donc, moi, je me dis, pourquoi les gens veulent que le président de la République se prononce sur une question qui est bien claire et qui n'est pas de sa compétence? Maintenant, parler de la gratuité de l'enseignement de base. C'est un programme qui a été établi, bon, c'est constitutionnel, mais ça a été établi par le chef de l'État pour cette année. Hein. Comme il avait promis dans sa campagne qu'il allait le réaliser. Alors, nous constatons déjà qu'il y a une difficulté dans ce programme. Il y a les enseignants, jusque-là, qui n'ont pas encore été payés. Et puis, il y a des gens qui se plaignent, qui disent que dans des écoles où la gratuité est appliquée, les conditions d'études sont compliquées. Donc, ne sont pas assez bonnes pour leurs enfants. Dans une salle de classe, on peut retrouver 200 élèves pour un seul professeur. Alors, dites-moi un peu, est-ce que vous pensez que ce programme vraiment va réussir? Déjà, la gratuité de l'enseignement, en son article 43 de la Constitution, ce sont des devoirs et des prérogatives, ou bien ce sont des droits que doit bénéficier le Congolais. Et vous savez, nous venons d'une mandature qui n'avait vraiment pas le souci du peuple congolais. Déjà, il y a une volonté manifeste
dans le chef du président de la République de respecter ce droit et de mettre en application ce droit au bénéfice des enfants, au bénéfice de la génération future sur la gratuité de l'enseignement. Mais il y a aussi beaucoup d'épésanteurs que le président fait face. C'est d'abord le budget. La loi budgétaire n'a pas été établie. Et ça, c'est une question qu'il fallait réfléchir en amont, établir la loi budgétaire et savoir il en faut combien pour le secteur de l'éducation. Parce que c'est vrai, on veut plus miser sur le secteur de l'éducation, mais il y a aussi plusieurs compartiments, plusieurs secteurs. Et il y a aussi des réalités. Nous sommes un pays qui est vraiment surpeuplé et beaucoup d'enfants n'ont pas droit à la scolarité. Et aujourd'hui, quand on met la gratuité de l'enseignement, il faudrait d'abord répertorier il y a combien d'écoles publiques, de l'école de l'État. C'est ça le problème aussi. Parce qu'on peut dire la gratuité de l'enseignement, mais il faudrait aussi respecter les conditions ou les conditionnalités établies par l'UNESCO. Parce que l'UNESCO prévoit qu'il y ait 25 élèves dans chaque salle. Et vous parlez de 250. Vous savez que l'enseignement ne sera pas bien dispensé par les professeurs. Donc il y a tout ça. Il y a aussi les salaires que nous devons payer aux professeurs des différentes écoles publiques. Donc tout cela doit se retrouver dans le budget. Alors, moi je pense que c'est déjà une très bonne volonté du chef de l'État dépenser à cela, mais j'aurais bien voulu que la gratuité de l'enseignement soit effective pour l'année prochaine. Parce que cette année, nous venons vraiment d'un moment de turbulence, d'un moment de guerre, d'un moment vraiment de trop de problèmes. Et directement commencer avec cette politique, ça serait très difficile pour le chef de l'État. Mais nous, en tant que Congolais, nous souhaitons et nous jetons vraiment de fleurs. Nous voulons vraiment que cette gratuité puisse être effective et qu'il y ait aussi de la volonté dans les chefs des parents et dans les chefs de l'enseignement pour permettre à ce que cette fiction puisse être une réalité. Vous accordez du crédit au gouvernement Ilunkamba qui a été investi la semaine passée. En fait, accorder du crédit au gouvernement Ilunkamba, je dirais à 50%. Comme on le dit, je partirais d'une conjecture qui dit à l'œuvre on connaît l'artisan. Donc c'est à travers ce qu'ils vont rendre effectif, selon leur programme que nous allons juger. Mais dire que je ne peux pas accorder un bénéfice du doute ou soit je m'inscris en faux, ça serait avoir une mauvaise foi. Moi je pense qu'avec le président de la République en tête, qu'il y a déjà cette volonté volontariste, je pense que c'est à lui aussi de sévir et de vraiment marteler dessus pour que chaque ministère puisse offrir ou répondre significativement aux attentes du peuple congolais. Donc moi j'accorde vraiment 50% à ce gouvernement et nous allons juger d'ici 3 mois, 2 mois. Alors nous ne critiquons pas, parce qu'il y a des gens qui écrivent souvent ou qui appellent, qui disent mais voilà, vous critiquez le chef de l'État, nous ne critiquons pas. Nous sommes tous citoyens congolais. Alors j'ai une question que je veux vous poser. Qu'est-ce que vous reprochez au chef de l'État? Personnellement, ou soit dans la globalité? Personnellement. Et puis une autre question va venir, une question d'un internaute. Une critique objective. Et ne pas me baser dans des critiques subjectives et tenter des haines. En fait, partant de cette critique objective, je dirais que le président est un peu attentiste à plusieurs questions et le président est dans une politique, comme dirais-je, de satisfaire ses alliés au lieu de satisfaire le peuple congolais. Donc quand je parle d'alliés, je fais référence au FCC. Vous savez, le FCC, normalement, avec cette politique qu'ils avaient menée à l'époque de M. Kabila, ils n'ont pas droit au chapitre dans notre République. Ce sont des personnes, si vraiment on s'est penché du vœu de Congolais, ils seraient tous en exil. Mais nous avons observé que le président a été large et le président, dans des négociations aussi de poste ministériel, il a été large, il a approché ses alliés et il s'inscrit surtout dans une politique de réconciliation. Et moi, je pense que la réconciliation n'exclut pas la justice. Et la réconciliation ne doit pas être sélective aussi. Parce que lorsqu'on parle d'une réconciliation, ça doit être générique et général.
il y a ceux qui croupissent en prison, à l'instar de Edi Kapen, l'État Mangasa et tout ça, sur la mort de Mouzé. C'est une question qui est là. Le président, face à ça, il est motus bouche cousue. On ne comprend pas pourquoi. Mais un monsieur qui a orchestré, qui a avili le peuple congolais, qui a même tué le peuple congolais, ils sont là et ils sont bénéficiaires de certaines responsabilités, de certains postes. Je fais allusion à M. Kabila, qui c'est un monsieur qui, normalement, ne peut bénéficier que de la compassion du peuple congolais et la confession, parce qu'il a vraiment avili ce peuple, ce grand peuple. Il a vraiment nivelé le peuple congolais vers le bas. Donc c'est ce que je peux reprocher au président de la République. Voilà, il y a aussi une question d'un internaute. Reprochons au chef de l'État de faire trop des voyages. Et pourquoi n'a-t-il pas pensé à ses collaborateurs de l'UDPS qui ont combattu auprès de son père Étienne Tshisekedi? Il a préféré la diaspora. Oui, voilà, c'était la question d'un internaute qui reproche au chef de l'État de faire trop de voyages et puis d'avoir oublié les collaborateurs de son père, et il a pensé à ceux de la diaspora pour des postes ministériels. Qu'en dites-vous? En fait, je pense que cet internaute, j'ai eu à lire cet internaute, et je pense que c'est l'ancien gouverneur du Kasaï, Ngoï Kassanji. En fait, j'ai une réponse direct à cet internaute en disant que, vous savez, le silence est une vertu pour celui qui approxime l'ignorance. Donc il ne peut pas aujourd'hui s'improviser en donneur de leçons, parce qu'il a eu à gérer la province du Kasaï hier, et aujourd'hui cette province est dans une situation calamiteuse. Donc il a vidé toutes les caisses du trésor public, l'ex-gouverneur Ngoï Kassanji. Aujourd'hui, il s'improvise en donneur des leçons. C'est une honte. Donc, il doit faire silence lorsque l'occasion lui est donnée. Ok, le message est passé. Alors, nous allons parler de la xénophobie. C'est des actes de violence que subissent les étrangers en Afrique du Sud. Il y a aussi nos compatriotes, donc nous sommes obligés d'en parler. Déjà, Manik, nous avons observé le Nigeria. Le Nigeria qui a mis 2 avions, je crois, à la disposition de leurs citoyens. Un était privé et l'autre, c'est l'État qui a envoyé un avion, donc ça fait 2, pour rapatrier ceux qui voulaient revenir au pays. Alors, de notre côté, jusque-là, nous n'avons rien observé. L'État congolais est sourd jusqu'à présent. On a juste fait les bilans de morts. Ils ont parlé de 1 mort, alors que dans certains médias, on parle de 6 morts. Mais chez nous, l'ambassadeur a précisé qu'il n'y avait qu'un seul Congolais qui a été tué. Et là, nos compatriotes sont en train de se plaindre. Ils sont délaissés, abandonnés à leur propre sort. Que pouvez-vous dire à cela? Les Congolais se sont plaints qu'ils sont abandonnés à leur triste sort. Moi, je ne pense pas qu'ils sont abandonnés. Vous savez, on ne répond pas la violence par la violence. Il y a des méthodes bien idoines qu'on peut répondre à cette question, à cette barbarie qui sévit en Afrique du Sud. Mais moi, je pense que c'est une honte pour le Sud-Africain. Il crache sur la mémoire de Nelson Mandela. Nelson Mandela était un panafricaniste. Nelson Mandela a fédéré les esprits dispersés. Nelson Mandela a fait montre d'une grandeur au sortir de sa prison, en fédérant tous ses ennemis et en gérant avec eux. Donc pour l'avancement de l'Afrique. Et moi, je pense que ce qui fait traîner l'Afrique, ce qui fait reculer l'Afrique, ce sont des comportements pareils. Pourquoi la xénophobie? Mais nous savons qu'il y a des Congolais et des Sud-Africains qui sont mariés. Il y a des Sud-Africains ici qui sont mariés, ils ont des enfants avec des Congolais. Et si nous commençons à nous gérer, à répondre de manière proportionnelle, quel sera l'avenir de l'Afrique? Il y aura beaucoup de victimes. Et moi, je pense qu'il revient aux Sud-Africains de mettre de l'eau dans leur vin et réfléchir 2 fois avant de poser un acte. Et aux Congolais aussi, de ne pas faire pareil. Mettre l'avion à la disposition des immigrés pourvu qu'ils retournent dans leur pays, et pour en faire quoi après? Une personne qui a déjà fait 30 ans,
40 ans de l'autre côté. Lorsque vous mettez l'avion à sa disposition pour revenir, et c'est pour l'offrir quoi en retour? Donc je pense que c'est... Mais qu'il revienne dans son pays, il est libre. Déjà au début de son mandat, le chef de l'État avait dit que ceux qui se sentent, ils ne sont pas à l'aise, où ils peuvent revenir dans leur pays, ils sont tous congolais, alors qu'ils reviennent. Parce que là, quand vous dites qu'après 40 ans, 30 ans, il reviendra ici, c'est pour obtenir quoi? Mais là-bas, ils sont tués. Ils sont tués et on ne veut pas d'eux où ils sont. Non, mais madame, nous avons de familles aussi dans ce pays-là. Je ne pense pas que c'est tout le Congolais. C'est vrai qu'il y a eu une petite guéguerre entre différents Africains, mais ça ne généralise pas. Et je pense qu'il y a des solutions qui sont en train d'être trouvées. Oui, revenir, c'est bien bon, mais revenir faire quoi? On doit revenir avec un projet. Et revenir, une personne qui ne s'est pas préparée, revient comme ça. Qu'est-ce que l'État... Vous savez, nous venons, comme je venais de le dire, nous venons d'une période de turbulence. Donc nous devons aller petit à petit à solutionner toutes les questions ou bien tous les problèmes auxquels nous faisons face. Moi, je pense qu'il y a une coopération internationale, les relations internationales, ils peuvent discuter et trouver une solution idoine pour le bénéfice de tout le peuple congolais et le peuple africain. Là, nous avançons déjà lentement vers la fin de notre émission. La dernière question pour chuter, est-ce que nous pouvons toujours dire que la RDC traverse une période de crise? Crise par rapport à quoi? Crise politique. Non, il n'y a pas de crise politique. Les lignes sont bien claires. Il y a l'opposition qui est incarnée par M. Katumbi Mbemba et l'autre M. Fayoulou. Il y a la majorité au pouvoir avec le président de la République en tête et son allié, le président Kabila. Donc nous avançons comme ça. C'est ce que nous avons voulu et c'est ce que le peuple congolais a voulu parce qu'à l'urne, le peuple congolais a donné la majorité parlementaire au FCC. Donc c'est bien clair qu'il n'y a pas de crise. On évolue. Ceux qui pensent encore, qui diront, parce que j'apprends que les CIDE a un meeting de vérité. Moi je pense que c'est une autosatisfaction et qu'on décollera d'une autodestruction pragmatique comme je le pense et je le dis. Je pense que c'est une mélodie qui n'a plus droit d'être chantée ou d'être citée. M. Fayoulou doit accepter sa défaite et recadrer les tirs, voire 2023. Il n'y a pas de crise. Voilà votre mot de la fin pour toutes les personnes qui vous suivent. En fait, le mot de la fin est que j'appelle à la jeunesse à la prise de conscience et d'ouvrir le banc et d'être toujours aux antipodes des antivaleurs. Merci beaucoup, c'était un plaisir pour moi de vous recevoir sur ces plateaux. J'ai reçu pour vous, chers internautes, M. Manik Kateba, qui est activiste indépendant et analyste politique. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Live Canal et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. Vous allez recevoir une notification à chaque fois qu'une vidéo sera mise en ligne. Moi, je vous retrouve prochainement. Au revoir.